plus qu'à signer. Vous allez pouvoir aller vous reposer. Faut pas avoir peur. Ce que vous signez, ça concorde avec les faits. Lorsqu'on est arrivé chez vous ce matin, votre mari était déjà mort. Quand on entre dans une maison où il n'y a que 2 personnes, si l'autre a été tué, c'est clair que la personne qui est vivante a eu affaire avec ce qui s'est passé. Ils vont tuer que c'était moi. Vous nous avez avoué que c'était vous. C'est consigné ici. Vous allez signer, puis vous pourrez voir vos parents. Vous allez vous sentir mieux après. Ginette, il faut signer. Nous sommes dimanche le 13 avril 1980. Dans cette petite ville de province dont nous tairons le nom, Ginette Couture-Marchand va très bientôt être accusée formellement du meurtre de son mari, André Marchand, qu'on a trouvé quelques heures plus tôt, gisant dans une mare de sang au pied de son lit. Par respect pour les personnes impliquées dans ce drame, nous avons modifié les noms des personnages ainsi que la date de l'événement. Vous voyez, c'était simple. Il a suffi de quelques heures pour que les policiers obtiennent les aveux de Ginette Couture-Marchand. Une affaire simple, une affaire déjà classée. L'encre de sa déposition n'est pas encore sèche que Ginette Couture comparaît à 17 heures devant le coroner. 2 jours plus tard, après qu'elle ait répété textuellement ses aveux, une accusation de meurtre est logée contre elle. Elle prendra le chemin d'hôpital pour évaluation psychiatrique. Elle y restera quelques semaines. Une affaire simple, mais qui nécessitera tout de même la tenue de 3 procès et d'une enquête de la Commission de police du Québec. Nous sommes un an plus tard, un peu perdus parmi les curieux venus assister à l'un des rares procès pour meurtre dans cette petite ville, Madame Cécile Marchand, la mère de la victime. Je vous ai gardé une place. C'est pas réservé pour les journalistes, ici. Maître Delorme, la couronne est prête à procéder? Nous sommes prêts, Madame la juge. Mesdames, Messieurs du jury, la couronne va prouver qu'André Marchand a été tué pendant son sommeil par son épouse, Ginette Couture-Marchand. Ginette Couture-Marchand est revenue sur ses aveux et plaide non coupable. Mais ses aveux subsistent. La défense n'aura donc pas la tâche facile. Minute, je suis assigné, Paul Dubé. Qui Dubé, Paul Dubé. Paul Dubé, vous êtes témoin, hein, soyez-vous là. Quand est-ce que je passe? Soyez-vous là, on va vous appeler. Toujours passer tout de suite. Quand je suis débarqué de l'auto, je l'entendais crier. J'ai regardé par la fenêtre. C'est là que je l'ai vue. Assise sur le plancher de la cuisine, elle tenait son enfant dans ses bras et criait sans arrêt. Je suis entré. Il y avait l'agent Lafleur qui suivait derrière. On s'est approché d'elle, on lui a parlé, on lui a posé des questions. Elle pleurait, elle criait. Là, j'ai dit à Lafleur d'aller vérifier les lieux. J'ai continué à parler à Mme Marchand, mais c'est comme si j'étais pas là. À un moment donné, j'ai entendu Lafleur qui me lâchait un cri. Je suis allé le rejoindre dans une chambre à coucher. Il y avait un homme couché par terre, sur le dos, la tête appuyée sur un coffre de bois. Il était plein de sang. Avez-vous vu des blessures? Sur la poitrine, à la hauteur du cœur, et sur le dessus de la tête. Vous n'êtes pas médecin, mais au meilleur de votre connaissance, est-ce que la personne semblait vivre à ce moment-là? Avez-vous vérifié? Pas besoin d'être médecin pour voir. Il n'y avait pas plus mort que ça. Qu'est-ce que vous avez fait après? Les ambulanciers sont arrivés, d'autres policiers, des parents de madame. Ce sont les seuls qui ont pu la calmer. Elle était vêtue comment? Une espèce de jaquette. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier sur cette jaquette? Elle avait une tache de sang au collet.
Elle avait aussi un linge à vaisselle à la main avec du sang dessus. Et tout le temps que vous l'avez vue, avant qu'elle soit mise dans l'ambulance, elle n'a pas parlé? Une tombe. Votre témoin. Si j'ai bien compris votre témoignage, à votre arrivée, Madame Marchand était en jaquette et la porte intérieure était entrouverte. C'est bien ça. On peut dire également que, vu la température, la nuit en avril, elle n'était pas vêtue de façon à aller à l'extérieur. C'est sûr, elle est en jaquette. N'est-il pas aussi exact de dire qu'étant donné les circonstances, dans le cadre de votre enquête de police, vous avez recherché des traces d'effraction? Oui. Mais un peu plus tard. Est-il également exact que dans le cadre de cette recherche, vous avez découvert une marque faite d'une substance rougeâtre à l'intérieur de la porte qui était entrouverte? Exact. Et maintenant, pouvez-vous dire à la Cour et à ces messieurs, dames du jury, à quoi ressemblait cette marque? Ben, ça ressemblait à l'empreinte d'un doigt. Monsieur Etu, est-ce qu'on pourrait dire que non seulement ça ressemblait à l'empreinte d'un doigt, mais que c'était bel et bien une empreinte de doigt? Oui. On pourrait dire ça. Là, on a commencé à l'interroger pour savoir ce qui s'était passé. Alors, j'ai fait un dessin du lit. Et où étaient les taches de sang? Pour y montrer visuellement. J'ai dit, Ginette, si tu étais couché du côté gauche du lit, le sang qu'il y a là, il n'a pas passé à travers de ton corps. J'ai dit, si ton époux a été attaqué pendant que tu étais dans le lit, tu te serais réveillé. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, j'étais couché dans le sous-sol. Là, je l'ai regardé. J'ai dit, Ginette, dis-nous donc la vérité. Elle a dit, je l'ai tué. J'ai en main la pièce P26, soit la déclaration de Ginette Couture. Veuillez la lire, s'il vous plaît, à partir de... Là, j'ai pris les nerfs. Je suis monté dans la cuisine. J'ai pris le couteau que vous m'avez montré. Puis je suis allé dans la chambre. André était couché. Là, j'ai poussé la couverte. Puis là, je m'ai fermé les yeux, puis je l'ai tué. Il a lâché un cri. Il a roulé. Il a tombé au pied du lit. J'ai l'impression d'y avoir donné juste un coup. Lui a lâché un autre cri, comme un râlement. Continuez, Monsieur Rivard. J'ai essuyé le couteau avec le linge que vous me montrez. Je l'ai placé dans son affaire en bois. J'ai appelé ma mère. J'ai réalisé rien qu'après que je l'avais tué. C'est la déclaration que Ginette Couture... La vous a confession faite. écrite qu'a signée Ginette Couture-Marchand est extrêmement détaillée et couvre plusieurs pages. Elle est donc accablante et la défense a tout essayé pour qu'elle ne soit pas admise en preuve, c'est-à-dire révélée au jury. Mais en vain. Le travail de Maître Vachon en sera d'autant plus ardu. Votre témoin. Alors, Monsieur Etu... Non, Rivard. Simon Rivard. Monsieur Rivard, la première déclaration que Madame Couture a faite de midi à 12h30, ça faisait pas votre affaire, ça? C'est parce que les choses qu'elle me disait, ça se pouvait pas. Elle disait qu'elle était dans le lit avant. Il y avait une grosse tache de sang. Il aurait fallu que ça passe à travers son corps. Lui avez-vous demandé où elle couchait habituellement, ou si vous lui avez demandé où elle était couchée ce soir-là? C'est la même chose. Non. Ce qu'elle vous a répondu, là, c'est que normalement, elle couche du côté gauche. Ça veut pas dire qu'elle était couchée du côté gauche ce soir-là. Vous étiez au courant qu'elle était sur les Valium, Oui, le coroner Giroux m'avait dit d'attendre 4 heures avant de lui parler. mais avez-vous essayé de voir si elle était encore sur l'effet des Valium? Ça diffère de personne en personne, ça, l'effet des Valium. Surtout si une personne est sous l'état de choc ou n'a pas mangé. Madame la juge, le docteur Fréchette est présent. On va le faire témoigner. En attendant, le détective Rivard n'est pas médecin, ni mon savant confrère. Non. Mais la condition de l'accusé est au cœur de cette déclaration.
Pendant ces 3h30, vous l'avez cuisiné. Objection sur le terme. Le temps de vos questions. Lui avez-vous offert un café, un sandwich? Non, mais elle a fumé tout le reste du paquet de cigarettes de M. Etu. Elle a juste fumé. Pas d'eau, là, rien. Savez-vous si elle avait mangé avant? Non. Mais si elle avait voulu quelque chose, elle avait juste à le demander. On lui aurait donné. Ça vous semble pas étrange qu'elle soit si docile? Il est 12h30, là. Vers 6h du matin, elle est assise dans sa cuisine en train de crier comme une perdue. Objection, Madame la juge. Les policiers ne sont pas des médecins. Elle pouvait répondre, elle a répondu. C'est tout ce qui compte. Vous reconnaissez la jaquette que portait l'accusée quand on l'a trouvée assise dans sa cuisine? Ces taches brunes, des traces de sang, ça? Oui. Considérez-vous que c'est beaucoup de sang? Compte tenu que la personne qui a tué André Marchand de 3 coups de couteau et l'a frappé une dizaine de fois à la tête, de sorte que le sang giclé partout devrait être plein de sang, est-ce que c'est beaucoup de sang, ça? Non. Monsieur Rivard, avez-vous remarqué une tache de sang faite sur la porte intérieure, celle qui était ouverte? Objection, Madame la juge. Rien dans la preuve n'indique que c'est une tache de sang. Avez-vous remarqué une tache quelconque, brunâtre, sur la porte intérieure? Oui. J'ai vu qu'il y avait une trace là. Ça vous a pas frappé, cette tache-là? Vous n'avez pas cru bon, lors de la déclaration, de demander à Mme Couture si elle était sortie de la maison? Non. Je lui ai pas demandé. Vous avez pas pensé à un moment donné, là, qu'il aurait pu avoir quelqu'un d'autre qui serait sorti de la maison? Objection. Ce qu'il a pensé à ce moment-là, c'est pas important. C'est au jury de décider ce qu'il y a pensé. Maître Vachon, votre consoeur a raison. Contentez-vous de poser des questions. Les premières pages de sa déclaration, elle parle de la soirée d'avant. Le bowling, le club. Étiez-vous au courant de sa soirée avant de lui parler? Non. Mais vous avez interrogé un témoin avant Mme Couture. À 10h de l'avant-midi, vous n'êtes pas allé chez Paul Dubé? Oui, mais c'était juste un témoin. Il avait reconduit le couple chez eux. Mais il vous a raconté la soirée, il était là au club. Oui, mais c'était juste un témoin. Mais il vous a raconté la soirée. Un peu. Donc, si l'accusé vous avait dit après on est allé manger une poutine, vous aurez pu la contredire parce que vous saviez son emploi du temps en soirée. Là, on est rendu dans les conjectures, Madame la juge. Maître Vachon. Je n'ai plus besoin de M. Etu pour le moment. C'est Rivard, son nom. En quoi consiste le travail de technicien en identité, Monsieur Galland? C'est garant. Je m'excuse. Donc, un technicien en identité, ça fait quoi? Le travail consiste à l'examen de matériaux ou présence d'empreintes digitales, traces de pieds, photographies, dessins et reconstruction. J'ai en main les photos que vous avez prises sur les lieux du crime. L'exhibit P1 déjà déposé. Vous êtes technicien depuis combien d'années? Depuis 1975. C'est sûrement pas la première fois que vous allez sur une scène de crime là où une personne a été tuée. Non, c'est pas la première fois. Pourriez-vous nous décrire l'état de la personne qui est dans la chambre à coucher et qui semble décédée à ce moment-là? Oui, la personne est par terre, au pied du lit, avec la tête à côté sur un coffre en cèdre. Il y a des blessures sur la tête, et puis il y a beaucoup de sang sur le corps et par terre. Et puis vous pourrez voir sur une des photos, il y a même des gouttelettes de sang au plafond. La photo identifiée P1H. D'après votre expérience, Monsieur Garand, si vous deviez reconstruire la scène du crime, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été poignardée sur le lit. Il a réussi à se lever, mais il a été frappé à la tête et il s'est effondré au pied du lit. Il a été frappé à la tête plusieurs fois, n'est-ce pas? Je m'objecte à cette ligne de question. Ce n'est pas dans son champ d'expertise. Ça relève du pathologiste. Maintenu. Votre témoin. En fait, l'essentiel de votre description de tâche
c'est de prendre des empreintes. Avez-vous pris des empreintes? Non, j'en ai pas pris. Vous n'avez pas pris d'empreintes. Parce qu'on vous l'a pas demandé, ou tout simplement vous n'avez pas pensé d'en prendre? Non, 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 j'y ai pensé, mais on m'a répondu que c'était pas nécessaire. Que c'était pas nécessaire. Que c'était pas nécessaire. Et suivant votre expérience, est-ce qu'il y avait des endroits propices pour des empreintes digitales? Oui, il y aurait eu beaucoup d'endroits propices, votre seigneurie, dans la maison. Et vous n'en avez pas pris? Dans le cours normal, c'est l'enquêteur qui est responsable, qui lui décide de faire prendre ou pas prendre des empreintes. Avez-vous fait des prélèvements? Non, on me l'a pas demandé. Finalement, vous n'avez pris que des photos. Finalement, est-ce qu'il y avait quelqu'un en charge de cette enquête? C'est pas la qualité de l'enquête qui est en cause ici, mais la culpabilité de l'accusé. La défense peut rien faire contre les aveux de l'accusé donnés librement. Alors... Librement, vous dites? Et dans quel état? Son mari dans un bain de sang. Les policiers qui font éruption chez elle, en jaquette à l'hôpital, bourrés de calmants, en jaquette au poste de police, l'après-midi avec les policiers, après une nuit sans sommeil, un jour sans manger, pas d'avocat. Mais vous aussi, vous auriez signé n'importe quoi. Madame, monsieur, vous êtes des procureurs d'expérience. Je ne tolérerai plus aucun écart de votre part. Je m'excuse, votre seigneurie. Moi aussi. Et si la couronne veillait à donner des directives plus précises aux policiers, on n'aurait pas ce problème aujourd'hui. L'enquête policière ayant été bâclée, il n'y a aucune preuve matérielle qui pourrait aider le jury à décider qui a tué André Marchand. Il est 16h22, la cour est ajournée jusqu'à demain 10h. Bonne soirée, mesdames et messieurs du jury. Je vous rappelle que vous ne devez discuter de la cause avec personne. Vont-ils, comme la police, se fier entièrement aux premiers aveux de Ginette Couture-Marchand? Quand est-ce que Paul va témoigner? Ah, c'est la couronne qui doit le faire témoigner. Ça ira demain, j'imagine. De toute façon, si la couronne ne le fait pas témoigner, on va demander à la cour de la signer. Puis quoi qu'il en soit, ça va sortir qu'il était là cette nuit-là. J'aimerais avoir la protection de la cour, s'il vous plaît. Pour le bénéfice du jury, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La loi sur la preuve prévoit que dans le cas où vous pourriez vouloir refuser de répondre pour le motif que votre réponse pourrait vous incriminer, la protection de la loi de la preuve vous est accordée de sorte que votre réponse ne peut pas servir de preuve contre vous dans d'autres procédures. Je vous accorde donc la protection prévue à l'article 5 de la loi de la preuve. Vous pouvez procéder, maître de l'ordre. Merci, votre seigneurie. Il a été établi plus tôt que vous êtes le dernier à avoir vu André Marchand vivant, vous et la gardienne Catherine Lacroix, que vous êtes allés reconduire aux alentours de 3h, 3h30, dans la nuit du 13 avril. Monsieur Dubé, avez-vous revu Ginette Couture et André Marchand cette nuit-là? Oui, mais André Marchand était mort. Êtes-vous retourné chez les Marchands après avoir déposé la gardienne Catherine Lacroix? Oui. Après avoir déposé la gardienne, je me suis promené en auto à peu près une demi-heure. Et j'ai repassé devant la maison de Ginette. Il y avait encore de la lumière. J'ai continué à me promener, puis quand j'ai repassé, je l'ai vu devant la fenêtre. J'ai arrêté mon auto, je suis débarqué, puis je suis rentré chez eux. Par quelle porte? La porte de côté. Là, je rentre, je la vois dans la cuisine, elle est en jaquette. Elle me dit rien. Elle descend dans la cave. J'ôte mes bottes, puis je la suis. Vous la rejoignez dans le sous-sol? Oui. Elle est assise. Elle dit rien, elle parle pas. J'attends. Je fume une cigarette. Puis là, je dis, qu'est-ce que t'as? Et qu'est-ce qu'elle vous répond à ce moment-là? Elle me dit, j'ai fait quelque chose de grave. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit, j'ai tué mon mari. Elle répond, j'ai tué mon mari. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis monté en haut direct. Là, je rentre dans la chambre à coucher. C'est là que je l'ai vu. Il était par terre. Il saignait. Je l'ai entendu râler. Et qu'est-ce que vous faites? Ginette est venue me rejoindre dans la chambre. Moi, j'étais sur le gros nerf. Là, j'ai vu le couteau par terre. Je l'ai pris, puis j'ai dit, fais quelque chose avec ça.
Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la cuisine. Puis moi, je suis allé dans la chambre de bain me laver les mains. Pourquoi? Il y avait du sang sur le couteau. Par la suite, vous faites quoi? Après, je suis allé chercher mes bottes, puis je suis sorti dehors, Où était Ginette? dans la cuisine, en train de laver ou d'essuyer le couteau. Elle faisait quelque chose, j'ai pas remarqué. J'étais sur le nerf, hein. Je suis sorti de là de sec. Monsieur Dubé, avez-vous tué André Marchand? Non. Non. Votre témoin. Vous partez de là, drette sec. Quand le détective Rivard vous voit à 10 heures le lendemain, vous dites rien. Et là, vous demandez la protection de la cour. J'ai peur que cette affaire-là me retombe sur le dos. Ouais? Ben, vous avez raison d'avoir peur. Comme ça, vous ramassez le couteau et vous lui dites, fais quelque chose avec ça. Pourquoi vous avez dit ça? Ben, c'était pour... Je cherche le mot. Pour pas qu'elle se fasse incomber. Vous vouliez la protéger. Oui. Et quand vous avez vu les policiers le matin du 13, vous vouliez toujours la protéger. Oui. Et le 16 avril, quand ils vous ont re-questionné. Oui. Et le 2 mai, quand ils sont revenus, puis que vous avez enfin dit que vous étiez là, est-ce que vous vouliez toujours la protéger? Non. Ah? Là, vous vouliez plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que vous vouliez plus? La police voulait toujours m'embarquer dans cette histoire-là, puis moi, j'ai rien fait. Puis quand vous êtes allé vous laver les mains dans la toilette, est-ce que c'était pour la protéger, ça? Le 16 mai, Monsieur Dubé, avez-vous fait quelque chose de spécial? N'est-il pas vrai que vous avez fait une tentative de suicide? N'est-il pas vrai que vous êtes allé voir la même psychiatre qu'avait vu Madame Marchand, le docteur Légaré, et que vous y avez dit que c'était vous qui avez tué André Marchand? Je m'objecte aux manœuvres vexatoires de la défense qui laissent au moins le témoin répondre. On se calme, maître Vachon. Avez-vous fait une tentative de suicide? Oui. Pouvez-vous nous donner la raison? Ben, d'une manière, j'aimais Ginette. Mais elle était mariée. Puis comme on dit, je pouvais plus vivre avec ça. Monsieur Dubé, le 16 mai, elle est veuve. Je me mêle avec la fois d'avant. La tentative d'avant, c'était le 5 avril. Oui, je pense. Alors venons au 16 mai. Vous avez parlé au docteur Légaré. N'est-il pas un fait que vous lui avez dit que c'était vous qui avez tué André Marchand et que vous avez donné une pilule à Ginette Couture pour pas qu'elle se rappelle ce qui s'est passé? Faux! N'est-il pas un fait que lors de cette confession, le docteur Légaré vous a conseillé de vous rendre au policier? Oui. Y êtes-vous allé? Non. L'affaire pour la participation, j'ai dit qu'André Marchand, c'est moi qui l'avais faite, c'est vrai. Mais c'était pour protéger Ginette. Je l'aimais assez, ce fille-là. Je voulais prendre le blâme sur mon dos. Et maintenant, vous voulez plus la protéger? Non. Non. Ginette, je vais vous poser des questions sur ce qui s'est passé le 13 avril, quand vous êtes revenu du club avec votre mari et Paul Dubé. À ce moment, saviez-vous que la gardienne, Catherine Lacroix, avait décidé de repartir? Non, parce qu'habituellement, elle restait à coucher. Mais ce soir-là, elle ne pouvait pas. Et Paul Dubé a offert d'aller la reconduire. C'est ça. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça fait presque 1 an. Puis depuis 1 an, tout ce que j'entends sur ce que j'ai fait, c'est les autres qui le disent. Moi, je me dis que ça doit être ça. Votre cliente doit parler plus fort, maître Vachon.
Après le départ de Paul Dubé et de la gardienne, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? Je suis allée me laver. Je me suis mis une jaquette. André s'était couché. Je suis descendue en bas, boire un coke, fumer une cigarette. J'ai allumé la TV. C'était rien que des fins de film. Je me souviens plus si j'ai éteint la TV. Je me suis endormie. Continuez. Quand je me suis réveillée, le bébé pleurait. Je suis montée en haut. Puis là, j'ai vu des choses. Des choses que je me rappelle maintenant, mais que j'avais oubliées dans le temps. Avez-vous vu quelqu'un? Oui. J'ai vu Paul Dubé dans le passage. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été chercher le bébé. Puis là, j'ai de la misère à me souvenir. J'ai été voir dans la chambre. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu André par terre. Lui avez-vous parlé? Vous a-t-il répondu? Savez-vous pourquoi il vous a pas répondu? Je pense bien qu'on le sait pourquoi il était blessé à ce moment-là. Monsieur Dubé était où à ce moment-là? Il me semble qu'il était en arrière de moi. Mais je suis pas sûre. Il me semble qu'il m'a dit « Fais quelque chose, débarrasse-toi de l'arme. » Est-ce qu'il vous a donné le couteau? Oh, il a dû me le donner d'une manière ou d'une autre parce que je me souviens d'avoir eu le couteau dans les mains. Avez-vous tué votre mari? Non. C'est pas moi qui l'ai tué. Pas moi. Le couteau, vous l'avez essuyé. J'avais peur. Je l'ai essuyé, je sais pas quand, j'avais peur. Vous aviez peur de quoi? J'avais peur de Paul. Je savais pas s'il était encore dans la maison. J'avais peur pour moi. J'avais peur pour le bébé. Ils ont dit que j'étais écrasée sur le plancher de la cuisine, mais je me rappelle pas. C'est tout des on-dit. Plus tard, vous avez fait une déclaration. Oui. Ils m'ont posé des questions. Mais je peux pas vous dire c'est quoi les réponses que j'ai données. Oh, apparemment, j'ai dit des choses vraies, mais si c'est moi qui les ai sorties ou si c'est eux autres, je ne sais pas. Dans cette déclaration, vous avez dit que vous avez tué votre mari. On vous l'a montré, cette déclaration? J'ai pas fait cette déclaration. Pourquoi je l'aurais faite? Les types que j'ai rencontrés ce jour-là, ils voulaient m'aider. Mais c'est pas moi qui l'ai tué, mon mari. J'ai aucune raison. Je ne sais pas pourquoi ça c'est écrit. Votre témoin. Madame Couture, votre déclaration, celle que vous avez faite aux policiers, j'en conclus que tout ce que vous dites, c'est vrai. Sauf pour les passages où vous dites avoir tué votre mari. Objection. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Votre témoignage, c'est qu'il y a des parties qui sont exactes, d'autres dont vous n'êtes pas certaine. Ils ont prouvé des choses qui étaient la réalité. Si c'est moi qui les ai dit, je m'en souviens pas. Dans ça, c'est écrit. J'ai tué mon mari, je l'ai tué, je l'ai frappé,
Ça vous dit, c'est pas vrai? C'est la seule explication qu'ils m'ont dit. Ça peut rien être que toi. Madame, dans la déclaration, pourquoi n'est-il jamais fait mention de Paul Dubé? Pourquoi n'avez-vous jamais dit aux policiers que Paul Dubé était là? C'est que c'est pas moi qui l'a fait, la déclaration. Je pouvais pas le dire. C'est pas moi qui l'a écrit. C'est pas moi qui a dit qu'il avait tué mon mari. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Mesdames et messieurs du jury, Les jurés vont-ils finalement croire la première confession de l'accusé? Vont-ils se fier à Paul Dubé, dont le témoignage corrobore cette confession? Ou vont-ils plutôt accepter ce que Ginette Couture-Marchand leur a dit ici même? sur l'accusation telle que portée, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Non coupable. C'est quoi votre réaction à ce verdict, Madame Marchand? Est-ce que vous pensez maintenant que c'est Paul Dubé qui a tué votre fils? Vous me pardonnez de vous poser des questions comme ça. Je fais juste mon métier. L'acquittement de Ginette Couture met la police dans l'embarras. Le meurtre d'André Marchand, qui ne semblait d'abord laisser aucun doute sur l'identité du coupable, reste une énigme. Le ministère public hésite sans doute à poursuivre Dubé à cause des lacunes de l'enquête policière. Ginette Couture n'est pas non plus exonérée aux yeux du public. Elle fait figure de coupable, passée à travers les mailles du filet judiciaire. Donc, le 28 août 1982, Ginette Couture, par l'entremise de son avocat, soumet à la Commission de police du Québec une pétition pour la tenue d'une enquête sur la conduite des policiers chargés d'élucider le meurtre d'André Marchand. Cette enquête débute le 1er avril 1983. Le 15 décembre 1983, la Commission de police dépose son rapport et fait ses recommandations. Le rapport. L'enquête fut conduite au hasard, au mépris des normes reconnues par l'expérience. Il serait trop facile de blâmer un policier en particulier. En l'espèce, il n'est pas possible de dire que les défaillances d'un seul aient compromis l'enquête. Aussi, blâmons-nous collectivement les policiers concernés, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, de ne pas avoir accompli leur travail en conformité des directives en vigueur et d'avoir méconnu les usages et normes applicables. Nous sommes en octobre 1987. Cette fois-ci, c'est Paul Dubé qui fait face à l'accusation du meurtre d'André Marchand. C'est son deuxième procès. Trouvé coupable au premier, il a réussi à faire casser le verdict. La Cour d'appel a en effet décidé que lors du premier, le juge a erré en permettant la preuve de l'acquittement de Ginette Couture-Marchand. Car si les jurés sont au courant de cet acquittement, ils vont naturellement trouver Dubé coupable, puisque le seul autre auteur possible du crime a été acquitté. Ce procès va tourner autour de deux questions entourant la mort d'André Marchand. Pourquoi et qui? Pourquoi un citoyen ordinaire, sans passé trouble, sans ennemi connu, faisant un métier ordinaire? C'est donc dans une autre ville, afin d'assurer le choix d'un jury impartial et ignorant des faits de la cause, surtout de l'acquittement de Ginette Couture-Marchand, qu'a lieu ce deuxième procès de Paul Dubé. Ce qui nous amène à qui? Qui pouvait vouloir la mort d'André Marchand? Autre juge, autre avocat de la défense, mais comme c'est parfois le cas, même procureur de la couronne. Nous avons répondu à cette question. Il ne vous restera qu'une réponse, qu'un morceau du casse-tête. Et ce morceau, c'est Paul Dubé. La seule personne qui avait un motif pour tuer André Marchand. C'est ce que nous allons prouver. En fait, la preuve matérielle de la couronne, nature des blessures, armes du crime, scène du crime et ainsi de suite, va être sensiblement la même dans ce procès que dans les deux précédents. Mais son principal témoin à charge, c'est Ginette Marchand. La stratégie de la défense va donc être simple, détruire la crédibilité de Ginette Marchand. Votre témoin, maître.
Madame Couture, avez-vous été la maîtresse de Paul Dubé? J'ai eu des relations sexuelles avec lui. 3 ou 4 fois. Mais pour moi, ça comptait pas. C'était surtout pour faire que mon mari réalise qu'il faut s'occuper de moi, que j'existais encore. Votre mari était au courant? Oui. On en avait parlé, franchement. On avait décidé de passer l'éponge. Mon choix était de rester avec lui et notre enfant. Et qu'avez-vous dit à Paul Dubé? Que c'était fini. Il l'a mal pris. C'est là que je me suis rendu compte que pour lui, c'était pas juste une aventure qui m'aimait vraiment. Mais, même après lui avoir dit, vous l'avez revu? Vous l'avez revu au bowling? Oui. Et vous saviez que le 5 avril, il s'était coupé le poignet. Il avait essayé de se suicider. Vous ne deviez pas être confortable autour, ni vous, ni votre mari. Pourtant, vous avez déclaré que ni André, ni Paul ne prenaient ça au tragique. En rétrospective, vous vous êtes drôlement trompé, hein? Posez-lui une question et laissez-la répondre. C'est pas vous qui témoignez. Pourquoi vous n'avez pas refusé quand il a offert de vous reconduire? Je pouvais quand même pas savoir ce qui allait se passer. Ou vous vouliez rendre votre mari encore plus jaloux. Mais ça n'a pas marché. Ça vous a fâché, hein? Depuis le début de cette histoire, on est dans un triangle amoureux. S'il a essayé de se suicider, peut-être que vous vous êtes dit, il m'aime plus que mon mari, c'est avec lui que je devrais être. Maître Côté, vous êtes en train de faire votre plaidoirie ou bien vous posez des questions sur les faits? Pourquoi avez-vous signé des aveux? On m'avait tellement dit que c'était moi, que j'étais convaincue que c'était moi. Je me rappelais de rien. Mais la mémoire vous est revenue. Assez pour que vous fassiez une nouvelle déclaration, que je vous cite, vos propres mots. Je dormais au sous-sol, j'ai été réveillé par les pleurs du bébé, je suis monté à l'étage, j'ai vu Paul Dubé. Est-ce que vous avez dit ça parce que vous étiez au courant que Paul Dubé avait de nouveau essayé de se suicider le 16 mai et avait déclaré avoir tué votre mari? C'était la belle occasion pour tout lui mettre sur le dos. Maître Côté, c'est votre dernier avertissement. avertissement. Pas tué. Maître Côté, c'est mon dernier avertissement. N'est-il pas vrai que vous avez reçu une somme de la mort de votre mari de plus de 50 000 $? Oui. Plus de questions? Est-ce que la couronne a d'autres témoins? Non, monsieur le juge. Preuve close. C'est à vous, Maître Côté. J'appelle le docteur Légaré, psychiatre. Et Madame Couture m'avait toujours dit qu'elle ne se souvenait pas de ce qui était arrivé ce soir-là. Et qu'elle se sentait un peu comme dans une espèce de nuage quand elle était chez elle après ces événements-là. Donc, docteur Légaré, elle se disait tout à fait incapable de... Le gros de la preuve contre Paul Dubé tient au seul souvenir de Ginette Couture-Marchand, souvenirs qui lui sont revenus par bribes au fil des mois qui ont suivi le meurtre. L'examen n'a pas permis de clarifier adéquatement la nature de l'absence... En interrogeant des experts, la défense s'évertuera donc à semer un doute sérieux sur la façon dont elle a retrouvé la mémoire. Choc psychologique. Est-ce que durant son traitement, elle vous a indiqué que sa mémoire revenait? Non, jamais en cours de traitement, elle ne nous a indiqué que sa mémoire revenait. Donc, docteur Vermette, si elle ne se souvient de rien, comment peut-elle se souvenir de certains détails, comme de voir Paul Dubé avec un couteau à la main? Il est impossible que la mémoire lui revienne sur des détails, parce que pour se souvenir des détails, il faut se rappeler de l'événement. Vous vous rappelez de tout l'événement et non pas juste une partie. Et si elle ne se souvient pas de l'événement, elle ne peut pas se souvenir des détails? Non. Donc, lorsqu'elle revient sur les lieux du crime 6 mois plus tard et qu'elle commence à se souvenir de détails sur Dubé, pouvez-vous m'expliquer pourquoi elle ne se rappelle que de ce qui accuse Dubé? Je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a probablement pas d'explication possible. Mesdames et messieurs du jury, souvenez-vous que vous devez accorder à Paul Dubé le bénéfice du doute raisonnable. Et posez-vous la question suivante. Est-ce qu'on peut vraiment croire le témoignage de Ginette Couture? Car la science prouve que ça se peut pas, son histoire. Rappelez-vous le témoignage du docteur Vermette.
Si elle ne se souvient pas d'un événement comme celui-là, c'est que sa mémoire ne l'a pas enregistré. C'est perdu à jamais. Et elle ne peut pas s'en souvenir plus tard. Et si elle ne peut pas se souvenir de l'événement lui-même, elle ne peut pas se souvenir des détails. Or, une fois le témoignage de Ginette Marchand mis de côté, que vous reste-t-il? Rien du tout, mesdames et messieurs. Rien du tout. Mon savant confrère, Maître Côté, a fait grand état de la mémoire sélective de Ginette Couture. Il a voulu la peindre comme une manipulatrice, âpre à l'argent, et comme une personne qui veut faire condamner Paul Dubé. C'est pas lui, parce que c'est elle. Mais qui est le grand perdant dans ce triangle amoureux? Qui fait une dépression? Une tentative de suicide? Qui a intérêt à ce qu'André Marchand disparaisse? Qui a montré des signes évidents de désespoir? Paul Dubé a avoué au psychiatre Légaré qu'il avait tué André Marchand. Quand le docteur Légaré lui a dit qu'elle allait prévenir la police, il s'est pris un avocat et ses aveux sont devenus « il voulait être condamné à sa place parce qu'il l'aimait ». Paul Dubé a tué André Marchand. C'est le seul qui avait un motif suffisant. Et quand il a vu que son geste l'avait éloigné à jamais de Ginette Couture, il a réalisé que c'est lui qui serait accusé, à moins qu'elle soit trouvée coupable. Mais le vrai coupable, c'est Paul Dubé. Mesdames et messieurs du jury, sur l'accusation de meurtre telle que portée, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Nous déclarons l'accusé Paul Dubé non coupable. Mon fils est mort. Je l'ai perdu à jamais. Et personne ne va pouvoir répondre pour ce qui lui est arrivé. Personne. Le système de justice britannique sous lequel nous vivons et qui est reconnu par la plupart des juristes, ici et ailleurs comme le moins imparfait des systèmes, est consacré à une notion centrale. Toujours accorder à l'accusé le bénéfice du doute raisonnable. Mieux vaut relâcher 10 coupables que de condamner un innocent. Vous venez de voir le dernier des grands procès. Mardi prochain, à 21h, revivez un siècle de chansons.
Bonsoir. Hier, procès de Ginette Couture-Marchand et de Paul Dubé qui furent successivement accusés du meurtre du mari de Mme Couture-Marchand et tous les deux acquittés. Une cause qui a fait beaucoup de bruit dans une ville du Québec au début des années 80. Mais parce qu'elle est récente, cette cause, et parce que nous avons voulu éviter de blesser les personnes qui furent impliquées, leurs noms ont été changés dans la reconstitution montrée hier. Pour la même raison, nous ne reviendrons pas sur ce procès dans l'émission À vous de juger ce soir. À la place, je m'entretiendrai dans la demi-heure qui suit avec des parents de personnes qui furent impliquées dans les 3 premiers procès. Nous vous avons quand même posé une question depuis hier. Je vous la rappelle, cette question à l'instant. Seriez-vous favorable à la retransmission de véritables procès à la télévision? Nous reviendrons avec votre verdict là-dessus en fin d'émission. Non, absolument pas. Pas comme ils font aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce que ça met le juge, les procureurs de la couronne et les témoins dans des situations, ils sont pas eux-mêmes. Ils sont obligés d'acter, ils sont mal à l'aise. Moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Je trouve que déjà, il y a assez de violence à la télévision. Comment les gens vont prendre ça? Non, ça me fait peur, ça. Notre premier procès, il y a 3 semaines, était celui de la femme Pitre, accusée d'avoir placé une bombe dans un avion de la Québec Airways en septembre 1949. Madame Pitre fut la dernière femme à être pendue au Canada. Voici quelques images de son procès. Monsieur Lamonde, est-il vrai de dire que le matin du 9 septembre 1949, alors que vous travailliez comme commis aux enregistrements des bagages à l'aéroport de l'Ancienne-Lorette, vous avez reçu un paquet qui ressemblait à cette boîte-ci? Votre Seigneurie, je m'objecte à la production de la boîte. Il s'agit d'un effet qui n'a pas servi. On l'a amené ici, mais il ne s'agit pas de la boîte en question. Je tiens à faire remarquer à mon charmant ami que la chose nous apparaît à tous évidente. Je permets la question. Allez vous asseoir, Maître Simard. Poursuivez, Maître Dorion. Merci, Votre Seigneurie. Dans le procès de la femme Pitre, le procureur de la Couronne était Maître Noël Dorion. Vous venez de le voir, c'était une des gloires du barreau québécois à cette époque. Son fils Louis, également avocat, est avec nous ce soir. Bonsoir, Maître Dorion. Bonsoir, M. Nadeau. Il y avait même presque une ressemblance physique, d'ailleurs, entre le comédien Raymond Bouchard et votre père, que j'ai connu, Noël Dorion. Exact. Même le comportement présente aussi certaines ressemblances. C'était vraiment un des grands ténors du tribunal, votre père. C'est le gros canon au Québec dans sa génération, là. Je suis heureux de reconnaître que c'est ce qu'on considérait. Ouais. J'en étais fier. Bon, alors on a dit aussi au sujet de ce procès-là, comme le procès Gay, le procès Généreux-Ruet, que Maurice Duplessis, qui était ministre de la Justice à l'époque, vous êtes procureur général, avait décidé qu'il fallait des sentences exemplaires et qu'il avait choisi justement des avocats extrêmement compétents pour s'assurer justement de ces sentences-là. Donc, je dois corriger ça, M. Nadeau. Il faut reconnaître qu'il avait choisi de bons avocats. Il y avait, en fait, papa Noël Dorion, l'honorable Paul Miquelon, Percy Flynn. Il y avait de très bons avocats. Et à cette époque, ces avocats ainsi nommés, ils n'étaient pas là à plein temps. Ils considéraient comme une espèce de mission l'ouvrage qu'ils faisaient. C'était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et votre père, finalement, était appelé à agir dans toutes sortes de causes criminelles parce qu'il était, je pense, un peu le patron du bureau de la Couronne à Québec. Substitut du procureur général en chef à Québec. Ouais. Vous n'étiez pas encore avocat à l'époque, mais vous avez suivi ce procès-là de très près, le procès. De A à Z. Et qu'est-ce que vous retenez de ça vous-même? C'est ce qui m'a fasciné là-dedans, parce que j'ai eu l'occasion de vivre ça de près. C'est le travail de recherche policière avec le concours des avocats de la Couronne. Et recherche policière, pas du tout sommaire, avec des savants, Bernard Péclet, le chimiste, des physiciens. Il y avait un tas d'experts qui ont été appelés. Ça a été une analyse très, très minutieuse du dossier, vous dites. À tel point, même c'en est difficile, c'est difficile à croire, à tel point qu'avant même de savoir qui avait fabriqué cette bombe, on connaissait la marque du cadran qui avait été utilisé, de même que tous les éléments qui ont pu entrer dans la confection de cette bombe. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Quel souvenir avez-vous conservé de Mme Pitre? Vous l'avez vue de très près, Mme Pitre, pendant tout ce temps-là. À plusieurs reprises. Quand vous la comparez, par exemple, à la comédienne Renée-Marie Patrick, qui... Il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Tout d'abord, la comédienne était très sympathique.
elle attirait la sympathie. C'est automatique à la voir. Et vous ne trouviez pas Mme Pitt sympathique, d'après ce que je crois comprendre? Ben, c'est-à-dire que c'était tout à fait le contraire. Mme Pitt était une femme intelligente, de peu d'instruction, mais intelligente. Arrogante, comme on ne peut pas s'imaginer. Elle, à l'époque, avant qu'elle soit elle-même accusée, elle était évidemment témoin pour la police, puis pour la couronne, dans les procès d'Albert Gay et de son frère Généreux Ruet. Elle était exigeante. Je me souviens d'elle dans le bureau des avocats de la couronne, parce qu'à l'époque, nous demeurions à l'extérieur de Québec, il fallait voyager avec notre père. Elle était arrogante. Par exemple, elle exigeait d'être conduite par un policier, pas autre chose. Elle lui prenait du galon. Donc, effectivement, assez différent de l'image que projetait la comédienne dans notre... M. Nadeau, plus qu'assez. Totalement différent. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et d'avoir évoqué ces souvenirs, Maître Dorion. Nous allons vous revenir tout de suite après cette pause. Ça permettra quand même au public de savoir ce qui se passe au niveau du tribunal. Il y a toujours des trucs qui se passent que nous autres, on ne connaît pas. Non, moi, je suis pas favorable à ça. Moi, là, j'ai pas... les grands spectacles, là, j'aime pas vraiment ça. Je pense que c'est la vie intime souvent des personnes, là, des gens. Là. Je pense pas que qu'on ait le droit d'exposer ça comme ça au grand public. Là. Notre deuxième procès était celui de l'abbé Delorme, une affaire qui fit un bruit énorme au début des années 20. L'abbé Delorme était en effet accusé du meurtre de son frère. Il subit 4 procès consécutifs avant d'être finalement acquitté. Voici quelques images de notre reconstitution. Il fallait le contre-interroger. Vous savez aussi bien que moi que Racette est un ami personnel de Delorme. Ils ont sûrement inventé cette histoire de toutes pièces. Mais les preuves, monsieur Lajoie, ce sont les preuves qui comptent. Du sang, c'est du sang. Mais vous savez aussi bien que moi que c'est le sang de la victime qui est sur le coussin. Mais comment est-ce que je le prouve? En confondant le témoin. Vous avez fait votre travail, inspecteur. Maintenant, laissez-moi faire le mien. En continuant à le faire comme ça, ils vont finir par libérer un fratricide qui se croit protégé par sa soutane. Il y a bien des choses à propos des Canadiens français que vous ne comprendrez jamais, monsieur Farah. Je suis un policier, monsieur le procureur. Tout ce que je veux, c'est de faire condamner un assassin qui tue de sang-froid. Si vous y teniez tant, vous aviez juste à pas écrire de livre sur l'affaire. Dans l'affaire Delorme, un enquêteur de la police de Montréal était particulièrement convaincu de la culpabilité de l'abbé. Au cours du procès, on reprocha à ce policier de s'acharner sur un prêtre parce qu'il était, lui, d'origine étrangère. J'ai avec moi en studio le petit-fils de Georges Farah-Lajoie, Luc Farah-Lajoie. Bonsoir. Bonsoir. C'était tout un policier que votre grand-père. Oui, en effet, c'était un homme, avant d'émigrer au Canada, il avait fait le tour du monde. Il avait voyagé en Afrique et en Amérique latine. Il avait fait des stages à Scotland Yard et à la Sûreté de Paris. Lorsqu'il est arrivé ici, c'était un homme qui était polyglotte. Alors, il parlait couramment le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien. Et puis, dans certains journaux, à l'époque, on le surnommait le Sherlock Holmes du Canada. Alors, c'était évidemment un grand policier. Puis, on a plusieurs découpures de journaux là, qui relatent ses différents exploits à l'époque. Ah, il a mené l'enquête dans plusieurs histoires policières célèbres. Oui. Mais dans cette affaire-là, en tout cas, en jugé par le procès de Delorme, tel que nous l'avons reconstitué, il y avait vraiment des préjugés considérables dont votre grand-père était victime, précisément à cause de ses origines. Oui, à cause de ses origines, le fait qu'il était immigrant, évidemment, ça l'aidait peut-être pas à cette époque-là. Il avait même, pour mieux s'intégrer à la communauté francophone, son nom c'était Georges Farah, et il se faisait appeler Georges Farah dit Lajoie. C'est Lajoie qui est la traduction de Farah à l'époque. Ah bon, c'est de là que vient votre nom. C'est ça. Le livre qu'il a écrit, qui relate toutes les preuves, en fin de compte, qu'il avait accumulées contre l'abbé Delorme, mais ainsi la reconstitution du crime, a été banni par l'Église catholique. On va voir, avant qu'on parle de ça, on a ici justement donc ce qui est un peu comme la première page. C'est pas la page couverture, la première page. On voit votre grand-père et on voit que le comédien Georges Soler, c'est lui, ont eu aussi une certaine ressemblance. Oui, physiquement, il y avait une certaine ressemblance. Par contre... et c'est sa version de l'affaire qu'il donnait dans un livre qui fait quand même... Là, j'ai pas le livre. Malheureusement, vous avez apporté une photocopie, mais il y a 105 pages. C'est ça, c'est un petit entièrement livre... consacré à l'affaire Delorme. C'est ça. C'est un petit livre qui date quand même de 1922, qui a été édité à Toronto, tandis que... Pourquoi ça, justement? Parce que l'Église catholique, à l'époque, l'avait interdit de publication au Québec. Alors, il n'y avait pas une maison d'édition au Québec qui voulait éditer son livre. Alors, elle avait dû passer par Toronto pour le faire éditer à cette époque. Et en substance, dans ce livre-là, il dit quoi? Je présume que vous avez lu le livre de votre Oui, je l'ai lu à quelques reprises. Alors, il relate
tous les motifs pour le meurtre. Alors, il élimine tous ceux qui n'avaient aucun motif. Et la seule personne qui avait un motif pour tuer son Raoul, c'était l'abbé Delorme. Toutes les preuves cumulées contre l'abbé Delorme s'y retrouvent. Certaines n'ont pas été mentionnées dans l'émission. Il y a d'autres preuves qui sont à l'intérieur du livre. Et également, la reconstitution du crime a été faite vers la fin du livre. Vous avez dû, dans votre famille, parler beaucoup de cette histoire-là, j'imagine. Hein? Mais quand j'étais jeune... Vous ne l'avez pas connu, cependant, votre grand-père? Non, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Malheureusement, il est décédé en années 41. On a beaucoup entendu parler, évidemment, dans la famille, parce que ses enfants l'admiraient. Par contre, suite à l'affaire Delorme, il est un peu devenu une certaine victime. Parce qu'en plus, le fait que son livre soit banni, mais lui également avait été un peu banni des églises par l'archevêque de l'époque. Et au niveau de ses enfants, certains de ses enfants ont eu des problèmes à l'école. Plusieurs se faisaient traiter leur père de tâté, de franc-maçon. Il avait été accusé par Monseigneur Gauthier à l'époque d'être un franc-maçon. Et puis même dans sa carrière, il a été victime aussi en même temps de représailles. Oui, il avait été pressenti pour succéder au chef McCasgill à l'époque, qui était le chef de la Sûreté provinciale. Évidemment, ça l'a nuit à sa carrière. De plus, ce qui a nuit peut-être le plus au niveau familial, c'est les pressions des curés de la paroisse où il demeurait qu'ils ont faites sur son épouse, qui était très croyante. Après toutes sortes de pressions et pratiquement de menaces au niveau d'aller en enfer, elle a finalement quitté mon grand-père en 1927. Puis ils ont vécu séparés jusqu'à son décès. Puis ça, c'est un geste qu'elle a regretté toute sa vie parce qu'elle l'aimait, évidemment, mais les pressions de l'époque étaient très fortes. Alors, Fort intéressant ce que vous nous avez dit sur votre grand-père et sur l'époque, M. Farah-Lajoie. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons vous revenir tout de suite après cette pause. Troisième procès la semaine dernière, celui de Fred Rose, député communiste à Ottawa, qui fut reconnu coupable d'espionnage au profit du RSS en 1946. Nous étions alors au tout début de la guerre froide, une époque où il était plutôt mal vu d'être communiste. Voici un extrait de ce procès. Est-ce que c'est vrai que tu es un espion? Qu'on va te mettre en prison? Qui t'a dit ça? Ma meilleure amie, Émilie. C'est sa maman qui lui a dit. Laura, chérie, il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent. Et maintenant, je suis toujours toute seule. Alors tu vois, j'ai plus personne pour jouer. Tu vas revenir bientôt, hein? Quand toute cette histoire sera terminée, ma chérie, maman va revenir à la maison. Mais quand? Je ne sais pas. Dans 2 ou 3 semaines? Et toi? Moi, ça risque d'être un peu plus long. Alors c'est vrai que t'es un espion? Ils vont te mettre en prison? Je reçois maintenant cette jeune fille que vous venez de voir sous les traits d'une actrice, la fille de Fred Rose, Mme Laura Rose. Ça vous émeut beaucoup que de voir ça, si je comprends bien. Oui, mais c'est tellement triste pour moi. C'est très, très difficile de voir encore parce que c'est encore vivre ce temps-là. Ce temps tellement triste et tellement difficile. Mais de notre côté, je suis très, très contente de voir que quelqu'un fait quelque chose avec la vérité cette fois-ci. Le fait aussi en même temps que dans notre, c'est pas vraiment un sondage, mais dans cette consultation express que nous faisions, 90% des gens ici au Québec qui ont vu cette émission-là, c'est 1 200 000 personnes, ont trouvé que votre père n'était pas coupable. Je suppose que pour vous, ça doit être aussi la source d'une grande satisfaction. Oh, très, très bien. Parce que moi, comme enfant même, je savais toujours. Et je disais, et c'est pour ça qu'on me battait ou quoi les autres enfants. Mais moi, je savais qu'il n'était pas coupable. Parce que lui, il m'a dit. Ça suffisait. Et vous aimiez beaucoup votre père, ce qui est parfaitement normal, mais aussi en même temps, vous avez été privé de sa présence quand même pendant plusieurs années, parce qu'on l'a vu l'autre jour. Bon, c'était la sentence. Il a fait 6 ans de prison. Oui, presque. Et pour vous, qu'est-ce que ça a représenté justement? C'était horrible. Alors, on visitait chaque mois. Mais quelle différence! Tous les autres enfants vivaient avec un père qui est allé au travail de 9 h jusqu'à 5 h pendant la journée. La mère restait à la maison. Moi, je n'avais pas ça. Alors, 1 fois par mois, on était à Saint-Vincent-de-Paul pour visiter. Mais avec une garde entre nous et mon père et 2 écrans. Qu'est-ce qu'il vous disait, votre père, Laura Rose, à ce moment-là? Il vous disait quoi quand vous alliez le voir? Non, on parlait seulement de chaque jour. Il a essayé de
attraper ce qu'il perdait pendant le mois. Est-ce qu'il était très aigri? Est-ce qu'il était plein d'amertume contre la société? Non, jamais, jamais. Et toujours avec un sourire et avec une pensée positive et avec une compréhension de l'autre personne. Non, il n'était pas... Mais... Il ne cherchait pas à s'expliquer? Après tout, on l'avait accusé d'espionnage, il avait été condamné et ainsi de suite. Mais il ne voulait pas vous parler de ça? Non, parce qu'il pensait que moins que je sais, moins qu'on peut me demander des choses, parce que le RCMP n'était pas tellement gentil avec nous. Non, j'imagine bien. Et jamais. Alors, mais il pensait, si moi je ne sais rien, je ne peux rien dire, ils ne peuvent pas me... Et à sa sortie de prison, il a dû s'exiler en Pologne, et vous êtes allé d'ailleurs le retrouver, vous avez passé 4 ans avec lui là-bas. Comment vivait-il en Pologne? Oh, ces 4 ans que moi j'étais là étaient superbes. Mais je voulais vous dire que, mais quand même, j'ai vu mon père pleurer 2 fois dans ma vie. La première fois, il était encore député à Ottawa et sa mère est morte. Et elle est venue à Mont-Royal. Et il pleurait. Et la deuxième fois, en 1955, quand la Festival de la jeunesse, les Canadiens chantaient « Un Canadien errant ». C'était en Pologne, ça? En Pologne. Et lui, il restait avec les larmes. En terminant, malheureusement, c'est terminé maintenant, mais est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un pardon, qu'il y ait une révision du procès, si c'était possible? Est-ce que vous entreprendriez ces démarches-là, vous? Moi, je ne pense pas que moi. Moi, je pense que je sens maintenant, moi, je suis enragée, OK, encore. Et je sens que c'est à eux de faire l'initiative. Merci beaucoup, Mme Rose. Je vous en prie. C'est maintenant le moment de vous transmettre votre réponse à notre question du jour. C'était, seriez-vous favorable à la retransmission de vrais procès à la télévision? Vous avez été 2800 à téléphoner dans une proportion de 92 %. Vous avez répondu oui et 8 % vous avez répondu non. Voici maintenant ce que pensent de cette question nos 4 commentateurs des premières semaines. Alors, devrait-on autoriser la présence des caméras dans les cours de justice? Je vais demander à mes invités. Je commence par Yves Boisvert. Je pense que l'exclusion des caméras de télévision est difficile à justifier juridiquement parce qu'il faudrait démontrer que la télévision est un média à ce point différent qu'on ne peut pas le traiter sur le même pied que les autres, la radio, l'écrit, qui ont accès aux cours de justice. Jean-Claude Hébert. Au point de vue pratique, si on me donne l'assurance que les moyens techniques vont faire en sorte que ça ne va pas perturber la sérénité du débat, je vais voter pour. Daniel Côté. Moi, je suis contre pour une question de décorum, mais je suis contre aussi en matière criminelle pour les victimes. C'est déjà assez difficile de venir témoigner sans en plus avoir la télévision. Jean Cournoyer. Si moi, on m'assurait que les gens suivraient les procès à partir du début jusqu'à la fin, comme on le demande au jury, j'aurais aucune objection à ce que le procès complet soit suivi. Mais juste en prendre des extraits, c'est strictement faire œuvre de dénigrement d'une possible justice. Quand un jury est là tout le temps, puis qu'on dit on le remplace dans l'espace de 10 minutes par une image de télévision, on peut faire n'importe quoi avec le monde avec ça. Merci. C'était la semaine dernière. En terminant cette série des grands procès, nous avons voulu faire rencontrer aux téléspectateurs celui qui en a été le maître d'œuvre, un des grands réalisateurs de la télévision québécoise. Il nous avait donné la série Duplessis dans les années 70. Je vous le présente, mon ami Mark Blanford. Marc, le grand défi à relever dans cette production, cette réalisation, surtout, c'était quoi? Je vais répondre tout de suite, mais je dois te dire que je suis encore très imbu de toute l'émotion que j'ai ressentie en voyant Mme Rose, que j'ai connue comme Fanny. C'est ça. Et de lui dire, on s'est rencontrés tout à l'heure, j'ai l'impression de vous connaître. Et c'est une des récompenses extraordinaires du métier que nous faisons, de vivre cette femme, de voir cette femme qui dit enfin, n'est-ce pas, quelqu'un dit la vérité. Et quel moment merveilleux. Alors, j'en suis encore tout imprégné. Le défi, bien sûr, c'était le mariage du journalisme, de l'histoire et de la dramatique. C'était de réduire des procès qui ont duré des semaines et d'en faire 44 ou 45 minutes. Le public nous a suivis, on a donc réussi, mais c'était aussi de voir travailler ensemble des recherchistes, des journalistes et des dramaturges. La tension, donc, était créatrice et parfois assez chaleureuse, assez chaude, oui.
chaude. Et donc, il y avait des tensions sur la mesure dans laquelle on pouvait dramatiser, dans la mesure dans laquelle on restait fidèle. On ne pouvait pas être exact, parce que si on est exact, il faut donner tout le procès. Donc, il y avait des discussions extrêmement fortes, intéressantes là-dessus, et un débat intéressant. Et le but qu'on se disait, ça n'était pas, bien sûr, une exactitude à la virgule près. C'était, comme tu le sais très bien, ça a été, bien sûr, d'être fidèle à l'esprit de ces procès-là. Il fallait aussi, bien sûr, les placer dans leur contexte historique. Donc, à l'intérieur de ces 44 minutes, c'était de tout faire passer. Comme vous voyez, non seulement il réalise bien, mais il parle bien aussi. Merci Marc. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous restait. Je vais remercier nos téléspectateurs d'avoir été présents en si grand nombre pendant 4 semaines. Ici Pierre Nadeau, je vais vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle série de grands procès. Au revoir. All right. Marcel transformé en restaurateur. Des pizzas aussi détestables que son caractère. Dans Entre quatre yeux, demain, 19h. Si vous n'en avez pas, on s'occupera de vous en trouver un. Ford du Canada est fier de vous présenter la série Les Grands Procès. Nous sommes au printemps 1932 dans un hôpital de Sherbrooke, à l'est de Montréal. Ludger Chapdelaine est à quelques heures de sa mort. Béatrice, t'as oublié de mettre ton chapeau. Mais non, Ludger. Elle, c'est Marianne. Béatrice, c'est moi. Je suis ici. À son chevet, la femme et le frère du malade, Élie, ainsi que la belle-sœur de Béatrice, Marie-Anne Bernard. C'est toi qui m'as empoisonné! C'est toi! Oh. Arrête de dire ça. Tu vas me créer du trouble. Vas-y, avouez tout ça, parce que quand je vais être mort, elle avouera plus. Élie Chapdelaine va très rapidement accuser Béatrice de meurtre. Et les autorités vont effectivement conclure que Ludger Chapdelaine a bel et bien été empoisonné, la police réussissant même à obtenir des aveux de la part de sa veuve. Affaire classée, semble-t-il. Mais en fait, la cause va durer 4 ans, s'étaler sur 3 procès, allant même jusqu'en Cour suprême du Canada.